On va passer à la seconde conférence avec Oussama Ammar, fondateur de The Family. Moi, j'ai connu Oussama, c'est la première fois que je le rencontrais en vrai, mais je l'ai connu avec The Family, Coup d'État. Je regardais ses vidéos. Cet homme est dangereux, il vous donne des virus et on ne peut pas se guérir de ces virus. Moi, à cause de toutes ces vidéos, j'ai monté des boîtes avec mon frère après dans la foulée. Je vous demande d'applaudir Oussama Ammar, s'il vous plaît. Hop, bonjour tout le monde. Euh, j'ai pris quelques notes tout à l'heure, je l'ai regardé pour savoir de quoi je vais aller vous parler. Vous m'entendez bien? Ok, super. Alors je dirige une boîte qui s'appelle The Family, où on aide des entrepreneurs à lancer leur boîte. Et on voit pas mal de choses. Alors, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, c'est que comme vous avez tous fait des projets et qu'il y a une grande majorité de devs, c'est un peu de me concentrer sur quel est le rapport entre être un dev et devenir un entrepreneur. Alors déjà, dans tous les projets qu'on a vus, il y a quelque chose qui, moi, m'étonne beaucoup. C'est le nombre de gens qui restent 3 ans à coder dans leur cave en parlant à personne. Ça, c'est un syndrome français dont il faut absolument se détacher rapidement. Un projet, ça n'a d'intérêt que s'il est utilisé par des gens. Il n'y a aucun intérêt à développer un truc qui n'a pas d'utilisateur. Et il n'y a aucun intérêt à développer quelque chose pour la beauté du geste. Et pour une raison très simple, c'est que les outils de no-code qui permettent à tout un chacun de développer sont de plus en plus efficaces. Si vous avez fait l'Epitech en 2020, la probabilité d'être un mauvais codeur en 2030 s'approche de 0. Plus les années passent et plus les outils qui permettent à des non-développeurs de développer des choses aussi efficaces que quand on s'est développé sont de plus en plus efficaces. Donc si tout le monde devient développeur, il va falloir que les développeurs soient beaucoup plus que des développeurs. Et c'est un peu le sens de l'histoire. On va de plus en plus vers le royaume des généralistes. La spécialisation, ça coûte de plus en plus cher dans un monde où elle a de moins en moins d'avantages. Alors, parler aux gens, c'est important parce que ça permet d'éviter un syndrome qui est le fait de développer des choses dont tout le monde s'en fout. Et ça, c'est un syndrome un peu dur à accepter, et notamment quand on passe beaucoup de temps à travailler sur quelque chose. Si on vous dit que ce que vous faites ne sert à rien après 2 semaines, c'est facile d'entendre et de recommencer. Si on vous dit que ce que vous faites ne sert à rien après 2 ans, là, ça devient tout de suite beaucoup plus dur. Et se développe donc un syndrome qui, en économie, s'appelle le syndrome du sunk cost. C'est le fait d'avoir beaucoup investi dans une décision. Ça vous met dans une situation où vous n'êtes pas capable de changer de décision. Alors, il y a des sunk costs journaliers. Par exemple, vous avez attendu le bus pendant 30 minutes. Le bus ne vient pas. Vous attendez 30 minutes de plus parce que vous avez déjà attendu 30 minutes. Donc ça, c'est un sunk cost qu'on a tous vécu au quotidien. Par exemple, il y a les sunk costs littéraires. À peu près tous les livres compliqués sont toujours des livres que les gens aiment. Par exemple, personne qui a lu Hegel trouve Hegel nul. Parce que c'est tellement infernal de lire un livre pareil que si vous avez fait l'investissement de le lire jusqu'au bout, vous êtes obligé de trouver un retour sur investissement. Donc vous trouvez plein de qualités extraordinaires à ces livres. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une corrélation entre les livres que personne ne lit et que tout le monde recommande. Si vous regardez sur Amazon, il y a un truc très drôle à regarder, c'est le pourcentage effectif de livres lus par les gens et le nombre de commentaires positifs. Et Amazon s'est rendu compte que moins les livres étaient lus et plus ils avaient de commentaires. Pourquoi? Parce que c'est un problème d'investissement. Les gens n'ont pas envie de faire des gros investissements. Et quand on fait une start-up, on n'est pas à l'abri de ce genre de phénomène psychologique. Quand on passe beaucoup et beaucoup de temps à développer quelque chose, on finit toujours par avoir l'impression d'avoir passé trop de temps et donc on est dans la défensive et on se justifie. Alors évidemment, ça s'accompagne d'un phénomène plus général qui est que l'entrepreneuriat est de plus en plus concurrentiel. Si vous êtes un entrepreneur en 2020, vous n'avez plus grand-chose d'original. À peu près tout le monde est entrepreneur. Même notre ami est devenu entrepreneur. Donc c'est pour vous dire, l'entrepreneuriat est devenu mainstream. Et comme l'entrepreneuriat est devenu mainstream, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de projets que les gens doivent assimiler devient de plus en plus élevé. Avant, quand quelqu'un lançait quelque chose, c'était quelque chose de suffisamment rare pour être notable. Maintenant, tout le monde lance quelque chose.
Je le vois, moi, j'ai les amis de ma mère qui regardent mes vidéos maintenant. Moi, je trouve que là, on atteint des niveaux de l'angoisse beaucoup trop élevés. Si vous connaissiez ma mère, vous comprendriez. Et donc, si tout le monde lance un projet, eh ben, ça veut dire que sortir du lot et se faire la différence et être différent, ça devient un enjeu. Ça devient un enjeu parce que beaucoup de bruit. S'il y a beaucoup de bruit, il faut parler fort. Et s'il faut parler fort, il faut parler différemment. Et c'est finalement le truc qui manque souvent dans les projets. Par exemple, moi je vois tous les ans à peu près la même quantité d'idées qui sont pitchées. Et pourtant, il y a un test très simple pour savoir si une idée a un intérêt ou pas. Je vais vous le donner. Vous évaluez simplement la barrière à l'entrée technologique. Ok ? Plus un projet est simple technologiquement, plus il doit exister. Donc si ce que vous me pitchez est facile à fabriquer et que ça n'existe pas, c'est pas parce que personne n'y a pensé, c'est tout simplement parce que tous les gens qui l'ont fait ont raté. Et il y a plein de projets comme ça. Il y a plein de projets que tout le monde a envie de voir exister, mais en fait personne n'a envie de vraiment les utiliser. Réseau social pour chiens, bon exemple de ça, idée Hollywood. Les gens se disent « Ah, j'ai un chien, j'adore mon chien, je vais aller sur un réseau social pour rencontrer d'autres propriétaires de chiens. » Ça, c'est une des idées les plus financées des États-Unis. Et pourtant, 40 ans de venture plus tard, on n'a toujours pas de réseau social pour chiens. L'autre, c'est je cherche un endroit où sortir vendredi soir. Donc, je vais faire une app pour aider les gens à choisir où sortir. En fait, tout le monde s'en fiche. Réseau social d'aéroport, les gens attendent dans les aéroports, ils devraient rencontrer d'autres gens dans les aéroports. Ça, 200 fois par an pitché à The Family. Et la raison pour laquelle ces idées sont pitchées en permanence et en permanence, c'est tout simplement à cause de l'hubris entrepreneuriale. Les entrepreneurs font deux erreurs, qui sont toujours les mêmes. La première, c'est de croire que l'idée et le fait d'avoir des idées est quelque chose de fort et puissant. Ils ne se rendent pas compte que tout le monde a des idées, que toutes les idées ont déjà eu lieu, et que les idées, ça ne vaut strictement rien. Et le deuxième hubris, c'est de ne pas savoir regarder dans le cœur des gens. C'est imaginer les gens tels qu'on se projette soi-même, et non pas comme ils le sont réellement. Si vous voulez être un entrepreneur, vous devez avoir conscience des côtés sombres des gens, et savoir qu'il y a une grande différence entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Cette distinction entre ce que les gens déclarent et ce que les gens font, c'est la source de la valeur entrepreneuriale. Alors je vais prendre un exemple qui m'a beaucoup marqué, moi. C'est Netflix et son algorithme de suggestion de films. Alors vous utilisez tous Netflix, je pense, et vous avez tous été victimes à un moment de l'algorithme de suggestion de films de Netflix. Alors, l'algorithme de suggestion de films de Netflix, c'est un très très gros enjeu. Pourquoi ? La raison numéro 1 du churn, c'est-à-dire de la perte d'un utilisateur, du désabonnement d'un utilisateur sur Netflix, c'est la recommandation. Pourquoi ? Parce que si vous passez trop de temps à chaque fois que vous allumez Netflix à trouver quelque chose à regarder, vous finissez par ne plus aller sur Netflix et vous finissez par vous désabonner de Netflix. Donc l'enjeu de vous donner quelque chose à voir est un enjeu extrêmement important. Alors Netflix a fait une erreur de débutant concernant son algorithme. Il a confié son algo à des ingénieurs. Alors qu'est-ce qu'ils font les ingénieurs en informatique ? Ils disent, bah, c'est très simple, on va demander aux gens s'ils ont aimé un film ou pas, et on va leur montrer les films qu'ils aiment, et on va moins leur montrer les films qu'ils n'aiment pas. Sauf que comment les gens se comportent ? Eh bien les gens mentent. Pourquoi ? Parce que sans s'en rendre compte, quand on vous pose la question de quel film vous aimez, vous ne répondez pas à la question quel film vous avez regardé, mais vous répondez à la projection que vous avez de vous-même du genre de film que vous aimez. Par exemple, en France, Netflix vous donne cette data à mourir de rire, qui est que les films d'art et d'essai sont les films préférés des gens qui payent Netflix en France. Et pourtant, Netflix s'est dit, c'est quand même bizarre, tout le monde adore ces films, mais personne ne les regarde. Pourquoi ? Parce que quand on vous montre Fast and Furious Hobbs, vous ne dites pas que vous adorez ce film. Pourtant, quand vous décidez quel film regarder dimanche soir, il y a de fortes chances que vous regardiez. Alors Netflix, après 2 années de churn infernal, où plus leur algorithme était efficace à montrer des films que vous aimiez, et plus les gens se désabonnaient,
a eu l'idée révolutionnaire d'arrêter d'écouter les gens et de recommander des films non plus sur les déclarations plus ou moins. D'ailleurs, Netflix ne les prend plus du tout en compte, mais simplement en regardant le type de film que vous regardez. Vous regardez des films d'action, ils vous montrent plus de films d'action. Vous regardez des comédies romantiques, ils vous mettent plus de comédies romantiques. Et d'ailleurs, si vous déclarez que vous n'aimez pas un film, mais que vous l'avez regardé jusqu'au bout, ils vous en mettent encore plus dans ce genre-là. Parce qu'ils se disent que vous avez une grande incitation à mentir. Et depuis, le churn s'est écroulé sur Netflix. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que ça montre le grand paradoxe entrepreneurial. Quand vous êtes un entrepreneur, vous n'êtes pas là pour vivre dans un monde idéal, et vous n'êtes pas là pour vivre dans un monde tel que vous imaginez que le monde devrait être. Si vous êtes idéaliste, et si vous avez un cœur pur où vous imaginez que les gens n'ont pas ce genre de mensonges, vous n'allez pas réussir à fournir quelque chose pour vos utilisateurs. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, à The Family, on a un test. Quand on regarde une app consumer, on se pose toujours la même question, c'est quel péché capital cette app favorise? Vous regarderez, les apps consumer les plus successful du monde ont tendance à susciter les péchés capitaux les plus variés. Facebook a les 7, Instagram en a 5 sur 7, Snapchat en a 3, Tinder en a 1 mais vraiment très bien. Donc à chaque fois, il y a quelque chose qui est inavouable chez les utilisateurs et qui est pourtant attirant. Et c'est le problème quand on fait des affaires, c'est qu'on n'est pas là pour avoir raison, on est là pour faire quelque chose qui fonctionne. Et il y a une grande différence entre la vision idéaliste qu'on peut avoir du monde et le genre d'app qui sont nécessaires. Mais comment on fait pour découvrir ce genre de choses? Eh bien, il y a une seule chose qui permet de découvrir ça, c'est l'expérience. C'est le fait de tester le plus rapidement. C'est pour ça que parler à ses utilisateurs et voir si les utilisateurs utilisent réellement quelque chose est très important. Alors, quand on dit parler aux utilisateurs, ça peut mener à confusion. Souvent, moi je dis aux gens, il faut aller parler avec leurs utilisateurs. Et j'ai fini par comprendre que les gens prenaient ça au sens littéral. Ils sortent dehors et ils parlent à des utilisateurs. Alors attention, il faut comprendre les deux règles fondamentales du feedback utilisateur. Règle numéro 1, tout le monde ment. Vous l'avez vu avec Netflix. Règle numéro 2, tout le monde s'en fout. Fondamentalement, la plupart d'entre nous, on n'en a rien à faire si une app fonctionne ou pas. Quand quelqu'un vient nous pitcher, on n'a aucune incitation à dire la vérité. Moi, à chaque fois que quelqu'un me pitch, je lui dis que c'est formidable ce qu'il fait. Enfin, je suis quand même pas méchant. Et évidemment qu'on trouve toujours quelque chose de sympa. Mais il y a une distance entre trouver quelque chose de sympa et l'utiliser. Il y a une distance entre trouver quelque chose de formidable et payer pour ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler aux utilisateurs pour écouter ce qu'ils vous disent. Il faut parler aux utilisateurs pour avoir une occasion de pouvoir les observer. Et il faut affronter la réalité des questions le plus rapidement possible. Il ne faut pas s'enfermer, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas espérer que les choses iront mieux. Par exemple, quand des porteurs de projets ici me disent « on n'a pas commencé la phase de commercialisation », moi j'ai envie de leur dire « mais qu'est-ce que vous foutez ?» Qu'est-ce que c'est faire un projet si ce n'est pas le commercialiser dès la première minute? Il n'existe pas une chose qui s'appelle phase de développement puis phase de commercialisation. Ce n'est pas des étapes dans un livre, il n'y a pas un premier chapitre à passer puis un second chapitre. C'est quelque chose qui vient ensemble. Commercialiser et fabriquer, c'est quelque chose d'organique, c'est quelque chose qui vient ensemble. C'est comme si quelqu'un disait moi je fais de la cuisine mais je n'ai pas commencé l'étape de manger. Donc ce serait cool de ne pas manger ce que je cuisine. Non, quand vous êtes cuisinier, vous mangez ce que vous cuisinez et vous faites manger ce que vous cuisinez immédiatement. Et à force de faire ça, vous devenez meilleur cuisinier. De la même façon, quand on est entrepreneur, c'est en essayant de vendre le plus tôt possible quelque chose d'invendable qu'on finit par trouver qu'est-ce qui est vendable. Alors pour finir, dernière petite remarque, il y a un truc qui m'amuse dans tous les gens que j'ai rencontrés, c'est que beaucoup d'entre vous êtes 5, 6 par projet. Et j'aime bien poser deux questions. Question numéro 1, c'est est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous avez envie d'en faire un vrai projet? Alors la réponse est unanimement oui. Vous avez vu quand on dit qu'il ne faut surtout pas écouter les gens? Ça se saurait si tout le monde continuait un projet après l'école, mais ce n'est pas le cas. Et la deuxième question, c'est comment vous allez répartir le capital à 6? Alors il y a la règle de la pizza. La règle de la pizza, c'est qu'il est impossible de manger une pizza à plus de 4 personnes, la même pizza,
Parce que c'est trop dur de se mettre d'accord à plus de 4 sur une pizza. Et bien cette règle de la pizza, elle existe aussi dans les affaires. 4 personnes, c'est 25% par personne. Ça veut dire quoi, 25%? Ça veut dire que, grosso modo, il faut, après 2 tours de table, pour avoir plus de 10% de votre boîte, il ne faut pas être plus de 4. Et 10% d'une boîte, c'est pas grand-chose. Imaginez, vous allez passer 10 ans de votre vie à travailler tous les jours, du matin au soir, pour une boîte, pour à la fin n'avoir que 10% de la valeur économique. Alors je sais bien que les gens ne font pas ça que pour l'argent, mais il y a peu de gens qui le feraient s'il n'y avait pas d'argent. Et donc, réfléchissez à ce genre de choses. Réfléchissez le plus vite possible à qu'est-ce que ça veut dire de répartir la valeur dans un projet, qu'est-ce que ça veut dire un commitment pour un projet entrepreneurial. Et ça doit aussi vous apprendre quelque chose qui, je pense, est très important à votre moment dans votre vie, c'est d'affronter les conversations difficiles le plus tôt possible. La qualité numéro 1 d'un entrepreneur, c'est d'être capable d'avoir les conversations les plus inconfortables le plus rapidement possible. Si vous mettez la tête dans le sable et que vous espérez que la vie va résoudre pour vous les problèmes, ça ne fonctionne pas dans l'entrepreneuriat. Et ça ne fonctionne pas dans l'entrepreneuriat plus qu'ailleurs, parce que dans l'entrepreneuriat, il n'y a personne pour vous évaluer. À l'école, vous pouvez faire un travail et on peut vous dire bravo pour l'effort. Avec vos parents, vous pouvez faire quelque chose et on peut vous féliciter pour l'initiative. Mais dans la vraie vie, il n'y a personne pour vous donner des bons points. Moi, je peux vous dire que votre idée est formidable, vous pouvez gagner des concours de pitch, vous pouvez être sélectionné, mais rien de tout ça ne vous fera réellement survivre sur le long terme. La seule chose qui vous fera survivre, c'est le marché. C'est le fait de faire quelque chose dont le marché a besoin. Et le marché, il a une caractéristique assez formidable, assez rageante et désespérante, mais formidable quand vous apprenez à l'apprécier, c'est que le marché ne ment pas et le marché est aveugle. Il s'en fiche de qui vous êtes personnellement. Le marché, c'est le seul endroit où l'école que vous avez fait ne compte pas. Est-ce que vous croyez vraiment que quelqu'un utilise quelque chose parce que ça vient de l'Epitech? Il n'y a pas un logo powered by Epitech. Il n'y a pas un logo powered by Polytechnique. Aucun client au monde se dit « Ah oui, non, mais ça c'est formidable, ça vient de telle école ». Mais non, les gens n'ont rien à faire. Les gens veulent simplement savoir si ça résout leurs problèmes et s'ils en ont besoin. Et cette méritocratie dans laquelle les gens votent avec leur temps et leur argent, vous ne pouvez pas y jouer si vous n'êtes pas capable d'avoir les conversations difficiles le plus directement possible et le plus rapidement possible. Parce que toute faiblesse que vous avez, tout mensonge que vous faites à vous-même, tout problème que vous remettez à plus tard, vous payez 10 fois le prix dans l'entrepreneuriat. Et c'est cette violence qui fait que l'entrepreneuriat est un domaine fabuleux. Et c'est aussi cette violence qui fait que beaucoup de gens ne deviendront jamais entrepreneurs. Merci beaucoup. Bien sûr. Si on a le temps. Oui. On a le temps. On peut faire des petites questions avec le public s'il y en a qui ont des questions. Ah bah voilà, je vais me déplacer et Oussama il reste sur scène. Hop. Bonjour, j'ai une question par rapport à la dernière partie de votre présentation. Oui. Vous dites il faut affronter les questions difficiles le plus rapidement possible. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une question difficile? Bah, par exemple, on est 6 dans un projet, on ne va pas pouvoir rester assis si on fait semblant de ne pas en parler. Ça, c'est une question difficile. Où j'ai embauché mon copain, il est nul, je dois le virer, mais je n'ose pas lui dire. Ça, c'est une question difficile. Ou ça fait 6 mois qu'on développe un truc qui ne marche pas, il faut tout effacer, recommencer à zéro, mais j'ose pas le dire parce que ça va vexer le dev. Ça, c'est une question difficile. En fait, l'entrepreneuriat est rempli de questions difficiles. Dès que vous faites un projet, vous ne faites que ça, affronter des conversations dont personne ne veut parler. D'ailleurs, moi, il y a un truc qui m'a toujours étonné dans l'entrepreneuriat, c'est pourquoi les connards réussissaient mieux que les gens sympas. Ça, non, mais c'est vrai, enfin, faut le savoir. C'est pas pour rien qu'il y a une telle prime à être un connard dans l'entrepreneuriat. C'est juste que quand vous êtes connard, c'est plus simple. Vous vous en fichez des feelings des autres, vous dites juste ce que vous avez envie. On entend tous ces histoires sur les Steve Jobs de ce monde qui sont ignobles humainement et pourtant ils réussissent. Vous vous dites mais c'est bizarre. Pourquoi? Mais non, c'est pas parce qu'ils sont ignobles, c'est parce qu'ils sont talentueux et directs. Et en fait, bon, bah, il s'avère qu'ils sont aussi ignobles. Mais ça, c'est une contingence. Si vous savez être gentil et direct et que vous n'avez pas peur que les gens vous aiment pas, ça marche aussi. C'est juste que c'est beaucoup plus dur. Parce qu'en général, quand vous êtes sympa, dire des choses directes, ça fait mal.
Moi, je suis dans un métier horrible pour ça. Je passe mon temps à dire aux gens que ce qu'ils font ne sert à rien. Bon, bah oui, forcément, la moitié de la planète vous déteste. Parce qu'un jour, vous les avez vexés ou je sais pas quoi. Mais ça fait partie du job, en fait. Et il faut faire avec. Et il faut apprendre à faire avec très vite. D'ailleurs, rien dans notre éducation nous prépare à ça. Quand on est enfant, on nous apprend à être tout l'inverse. Si un enfant vient et dit « je veux pas jouer avec ce gosse, il a une sale gueule », personne va lui dire « bravo petit, c'est très bien d'avoir de la conviction ». Non, les gens vont lui dire « mais non, il faut pas penser ça, il faut être gentil », ce qui est normal. D'ailleurs, c'est en ça que l'entrepreneuriat est minoritaire. C'est qu'en général, ce qu'il faut pour être un bon entrepreneur est très contradictoire avec ce qu'il faut pour avoir une société apaisée. C'est pas, ça va pas ensemble. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat est un acte de rébellion. C'est qu'à un moment donné, c'est forcément un acte de rébellion par rapport aux règles normales. Alors, on a une autre question ici. Donc moi c'est plutôt une question produit, mais je suis ingénieur et donc c'est un motto de Facebook qu'ils ont changé il n'y a pas trop longtemps qui est Move fast, fail fast. Et moi la question c'est à partir de quel moment est-ce qu'on pivote à plutôt Move fast with stable infrastructure? Allô, allô. Le plus tard possible. Tu as vu, Facebook, ils ont mis 11 ans à le faire. Bah, c'est pas mal. Donc je pense qu'il y a une vraie prime à la rapidité pendant très longtemps. Il y a une démonstration mathématique très élégante de ça, qui montre qu'en fait, j'ai pas de tableau là, mais elle est vraiment très belle. Grosso modo, dis-toi que tu es très bête, ok? Et que donc, tu es capable de prendre la décision que dans 10% des cas. Tu as vraiment une fiabilité pas terrible. Par contre, tu es très rapide. Tu prends toutes tes décisions en une journée. Et tu es en concurrence avec un mec vraiment très très smart, ok? Et lui, il a un taux de fiabilité de 99%. Mais le problème, c'est qu'il prend toutes ses décisions en 15 jours. Et bien même avec 10%, la courbe de celui qui est idiot finit toujours par dépasser celui qui est intelligent. Parce qu'en fait, le taux de fiabilité compte beaucoup moins que la vitesse. Et quand tu fais des tirages infinis, tu vois, avec un petit script Python ou tout, c'est assez marrant de voir en combien de temps tu te fais tuer. Même avec 99 ou 95% de fiabilité. Le temps, c'est le facteur absolu. Alors évidemment, si tu as un taux de fiabilité très élevé et que tu es très rapide, là, tu deviens incroyable. Mais dans tous les cas, il vaut mieux une décision rapide qu'une bonne décision. Et vous n'imaginez pas, c'est vrai pour tout en fait. C'est vrai pour le produit, c'est vrai pour le code. D'ailleurs, on parle beaucoup de dette technique. Les devs adorent parler de ça. C'est un des sujets, ça et refactoriser les codes. En fait, la vérité, c'est que la dette technique sera toujours inférieure à la dette business. La probabilité que ce que tu codes soit le bon code est de toute façon tellement faible que autant faire des trucs qui se jettent facilement plutôt que de passer beaucoup de temps à faire quelque chose de propre. Et je le vois parce que, alors, il y a toujours des exceptions. Si tu fais une banque en ligne, la dette technique est un sujet. Parce que tu vas avoir des sujets de sécurité, etc. Mais pour un projet comme ça, tu en as 150 000 qui n'ont pas ce genre de problème, quoi. Question ici. Une question pour les projets à impact social. Quel conseil tu donnerais à ce type de projet où le business model, a priori, c'est de sauver des vies, pour trouver du financement? Le Père Noël n'existe pas, quoi. Mon conseil, c'est que déjà, tu as le plaisir de sauver des vies, tu n'auras pas le plaisir de l'argent, quoi. C'est un truc. L'entrepreneuriat social, c'est la grande passion française. Pour une raison simple, c'est que comme en France, on n'a jamais compris le business, un jour, il y a des gens qui ont dit oui, mais nous, on ne fait pas vraiment du business, on sauve l'humanité. Alors les gens disent formidable, voilà, c'est ce qu'on attendait. Et alors, quand on regarde le bilan de l'entrepreneuriat social, il est catastrophique. Mais il ne faut surtout pas dire ça parce qu'il ne faut pas avoir de bilan. Les enjeux sont autres que des chiffres. Mais ça fait 20 ans que je fais ça et je commence à comprendre des petites choses sur la façon dont les gens fonctionnent. D'abord, les gens ne comprennent que les métriques simples. Et qu'on le veuille ou non, l'argent, c'est la métrique la plus simple du monde. Si tu gagnes de l'argent, c'est que tu as raison. Si tu en perds, c'est que tu as tort. Voilà. Et aligner des gens sur une métrique simple, c'est incroyablement facile. Aligner des gens sur des métriques qui font débat, bon courage. Tu te lèves pas le matin. Deuxièmement, l'entrepreneuriat social, ça attire les psychopathes. Pour une raison simple, c'est qu'ils peuvent se cacher en pleine lumière.
C'est comme à l'époque, les mecs qui faisaient des ONG. Il y a un moment, les ONG étaient l'endroit pour aller arnaquer les gens. Mais c'est normal, c'est que si tu es à un dîner et que tu dis « je sauve des enfants en Afrique », personne va te demander combien d'enfants. Personne ne fait ça. Les personnes te regardent dans les yeux et te disent « ah bon, mais tu t'en sauves vraiment combien? Alors combien d'argent tu as dépensé pour en sauver combien? C'est quoi le taux d'efficacité ?» Personne socialement ne fait ça. Donc si tu as envie que personne n'interroge jamais tes actions, parce que tes intentions ont l'air pures, tu vas dans des domaines où tu peux te cacher. Et c'est pour ça qu'on a eu un nombre de scandales invraisemblables dans les ONG. Si on t'explique qu'un banquier a volé de l'argent, tu dis oui, ça semble logique. Il y a un côté normal. Mais quand on t'explique que quelqu'un qui a une assoce, etc., en fait, est greedy, tu n'arrives pas à le croire. C'est juste incroyable. C'est pour ça que les gens arrivent à se cacher beaucoup plus longtemps. Et l'entrepreneuriat social, c'est le nouveau truc. C'est que les gens arrivent à lever des fonds sans business model parce que, soi-disant, ils ont des métriques d'impact. Et les gens qui leur donnent de l'argent, de toute façon, sont dans la culpabilité. Donc, ils ne vont pas venir demander des comptes. Mais cet impact, c'est oublier qu'en fait, 100% des entreprises sont sociales. Aucune entreprise n'a pas un impact social, même d'une façon extrêmement limitée. Déjà, donner du travail aux gens, c'est quand même la forme la plus libératrice d'impact social. Si tu as une boîte qui tourne, par exemple, une phrase que j'adore dire et qui choque beaucoup les gens, mais c'est que l'entreprise qui a eu le plus d'impact social en France, c'est LVMH. LVMH permet à des centaines de milliers d'artisans en France de vivre de leur passion en ayant des rémunérations plus que convenables. Parce que des gens achètent des sacs en plastique à 10 000 euros. Tu vois, l'impact social d'un LVMH sur la France est considérable en fait. Parce que les gens ont une dignité, ont un travail, gagnent leur vie, envoient leurs enfants à l'école, etc. Mais on a oublié en fait que la fonction numéro 1 d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent pour créer de la prospérité. Et quand tu commences à dire, je fais un autre truc... Alors après, il y a les questions environnementales, etc. Mais les normes environnementales devraient juste être dures. Et elles devraient s'appliquer à 100% des entreprises. C'est quand même honteux qu'une entreprise ait le droit de dire « moi, je ne pollue pas la planète et les autres entreprises ont le droit de polluer la planète ». Non mais c'est n'importe quoi. Tout le monde devrait avoir des normes environnementales juste très dures et des normes sociales très dures. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a inventé le droit du travail. Les gens sont fous. Les gens commencent à dire que c'est le rôle des entreprises de choisir individuellement de mieux se comporter que les autres. Non, tu dois avoir des normes sociales, environnementales dures. Et une fois que tu as ça, bah après, tu essaies de gagner de l'argent. Mais ça devrait être ça, le jeu capitalistique. Donc en gros, c'est contradictoire pour toi le fait de dire on va créer un business, mais en même temps, ce business-là, son objectif principal, c'est pas de renflouer les poches des investisseurs, mais de sauver des vies. Moi, je pense que quand tu fais ça, tu désalignes tellement tout le monde que tu n'arrives jamais à avoir la force qu'il faut pour réussir à faire. Et c'est pour ça que 100% des boîtes comme ça ont des problèmes. Si vous avez une autre question, est-ce qu'il y a... Ah, là-bas. Autre question. Il faut faire du sport. Hein. Ah ouais, on s'entraîne. Hein. Alors, bonjour. Alors, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer The Family? Qu'est-ce qui m'a donné envie de créer The Family? Bah, pour être honnête, ça s'est fait un peu malgré moi. Hein. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'ai pas trop su que j'ai créé The Family. En fait, un jour, j'ai rencontré une nana qui s'appelle Alice. Et on a créé The Family. Et moi, je pensais qu'en 3 mois, ça allait faire faillite et qu'on allait faire autre chose. Puis en fait, ça a vachement bien marché. Donc, l'envie de créer The Family n'est pas venue. Moi, l'envie est venue de continuer The Family. C'est différent. C'est qu'à force de le faire, j'ai de plus en plus aimé ça. Mais moi, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi ce boulot. C'est le boulot le plus ingrat du monde, The Family. Tu passes ton temps à donner des conseils à des mecs qui t'écoutent jamais. Ça, c'est le fondement du business. Tu dis aux gens, mais attends, tu dis, ah, les gens, ils comprennent. Alors, pire, tu passes ton temps à donner des conseils que les gens comprennent de travers. Et en plus, ils vont dire aux autres que c'est toi qui leur as dit ça. Le drame du pédagogue. Tu vois, donc, bon. Ensuite, c'est quand même niveau argent, c'est un métier très dur. Tu prends 5% des boîtes, tu finis à 1%. C'est-à-dire que si la boîte vaut 100 millions, tu gagnes 1 million. Tu as quand même des façons beaucoup plus simples de gagner 1 million dans ce monde. Donc ça, mais c'est comme tout ce qui est intéressant dans la vie. Malgré tout ça, il s'est passé un truc magique. C'est que j'ai trouvé un endroit où je m'ennuyais jamais et je trouvais un truc génial à faire tous les jours. Et donc, c'est pas moi qui ai choisi The Family, c'est The Family qui m'a choisi.
D'ailleurs, la plupart des bonnes idées, tu les décides pas. Hein. Si tu regardes Mark Zuckerberg, il n'a pas créé Facebook. Hein. Enfin, c'est Facebook qui l'a choisi. Hein. Un jour, il a créé un truc, ça l'a dépassé et il a été à la hauteur de ce dépassement. Apple, c'est la même chose. Steve Jobs, Steve Jobs, à la base, il voulait vendre des ordinateurs pour s'acheter de la weed. Hein. Enfin, il n'y avait pas de grande vision pour l'univers. Hein. Et en fait, à un moment, tu as tout fumé et tu te dis, mais c'est génial, il y a autre chose à faire en fait. Donc ça, c'est un des trucs que la génération actuelle a un peu de mal. Je vois le shift en ce moment du sens et je sens que je porte une part de responsabilité là-dedans. C'est qu'il y a une génération avant vous là qui a été très très forte en storytelling. Très très forte. Et donc ils ont raconté des histoires de boîtes invraisemblables pour... Et je comprends, Steve Jobs, il a raconté ce qu'il avait besoin de raconter pour devenir Steve Jobs. Je ne lui jette pas la pierre. Évidemment, quand Steve Jobs dit « Let's make a dent in the universe », tu as envie de lui dire « Mec, tu fais des ordis, calme-toi. » D'ailleurs, les Guignols sont pleins d'humour là-dessus. C'est une révolution, il faut tout racheter. Ça résume super bien le sujet. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a quelque chose d'enthousiasmant là-dedans. Le storytelling, c'est pas un gros mot. Steve Jobs, il a fait ce qu'il fallait faire pour devenir Steve Jobs. Mais ce qu'il faut faire attention quand tu es entrepreneur, c'est pas de tomber dans les histoires des autres. Steve Jobs, il ne savait pas qu'il allait faire Apple. D'ailleurs, si Steve Jobs savait qu'il allait faire Apple, je pense qu'il aurait eu peur. Ça fait peur de faire des trucs aussi gros. C'est pas... Si tu te lèves le matin en te disant « je vais créer la boîte la plus rentable de l'univers », soit tu es complètement con, je veux dire, tu n'as aucun sens de ce qui se passe, soit tu es complètement fou. Et dans les deux cas, ça aide pas en fait. Et c'est pour ça que, il y a une histoire que j'ai appris récemment qui m'a fait mourir de rire. Google a proposé à Yahoo de les racheter pour 1 million d'euros. 1 million d'euros. Vous imaginez l'ambition. Et vous savez pourquoi 1 million d'euros? Parce que c'était le down payment 500 000 de Larry Page et Sergey Brin pour acheter une maison à Palo Alto. On parle de Larry Page et Sergey Brin. Donc quand vous les voyez maintenant, ils vous expliquent que Google a comme mission de tous nous transformer en robots et de nous faire vivre éternellement. Mais c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir ce genre de délire quand tu as 30 milliards qui tombent tous les ans sans rien faire. Et si tu prends Google, non seulement les mecs ont voulu le vendre pour 1 million, mais en plus, c'est même pas eux qui ont inventé leur business model. Par exemple, AdWords, on vous a tous raconté que AdWords, ça avait été imaginé par Google. Mais non, AdWords, ça a été volé à une boîte qui s'appelle Overture, dont personne dans cette pièce n'a entendu parler. C'est pas du tout Google qui a inventé AdWords. Mais ils ont bien raison. Enfin, quand même, imaginez si Larry Page vient sur scène et dit « Ouais, on a vu cette idée mal foutue par un mec, on s'est dit qu'on allait la faire 100 fois mieux, donc on lui a volé. » Ça serait très choquant comme histoire. Pourtant, c'est la réalité. Et c'est pour ça qu'aussi, quand tu es entrepreneur, tu dois passer de l'autre côté du miroir. Évidemment que quand tu es entrepreneur, tu voles les idées des autres. Dieu merci que les gens volent des idées. Sinon, il n'y aurait rien d'intéressant sur Terre. Toutes les œuvres d'art extraordinaires sont à un moment le vol de quelque chose. L'inspiration, c'est pas t'es dans ta cave sans influence, en regardant personne et hop, t'as un moment eureka. Non, l'inspiration, ça vient parce que tu vois des choses et t'en fais ta propre version. D'ailleurs, c'est pour ça cette citation de Picasso est très importante dans l'entrepreneuriat. Les grands artistes copient, les génies volent. Parce que quand tu es un entrepreneur, tu as besoin de voler, tu as besoin de t'approprier. Ils n'ont pas essayé de copier Overture, ils n'ont pas essayé de se dire « Oh mon Dieu, respectons au pixel près ce qu'Overture fait ». Non, c'est prenons le principe et faisons-en quelque chose que lui-même ne pourra jamais faire. Mais dans ce cas, à quoi servent les brevets? À rien. À enrichir les avocats. Et à permettre à des grosses boîtes de martyriser des mecs qui ont des bonnes idées. Vous savez ce qui se passe quand vous déposez un brevet et que vous n'avez pas d'argent? Un mec beaucoup plus riche que vous attaque jusqu'à ce que vous cédiez. C'est ça la guerre des brevets. Les brevets, c'est pas fait pour protéger des idées. Tu peux pas protéger une idée si t'es pas richissime. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est faire une boîte qui exploite un brevet. Mais le brevet en soi ne vaut rien. Les gens qui déposent des brevets et qui espèrent gagner devant les tribunaux, bon courage. D'ailleurs, maintenant, les brevets, c'est devenu des affaires de boîtes qui sont spécialisées dans les brevets. Par exemple, il y a une boîte d'enfoirés qui s'appelle Intellectual Venture. Ils embauchent 400 mecs très smart qui imaginent des brevets toute la journée juste pour aller attaquer en justice tout le monde. Regardez intellectualventure.com, vous allez voir. Ça sert à ça, les brevets. Mais ça aide pas les entrepreneurs. Ça aide
ça aide des boîtes qui ont des affaires très très grosses, quoi. Bonjour Oussama, Anthony, consultant en transformation digitale. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce qu'un entrepreneur doit avoir des valeurs ou doit être sans scrupules? Ah mais non, je pense que tu dois avoir beaucoup de valeurs. Si tu es sans scrupules, tu es dans un monde où le court-termisme ne marche pas. Et d'ailleurs, c'est pourquoi ça ne marche pas. C'est parce que l'information circule, que les gens sont de mieux en mieux éduqués, et c'est pour ça que les gentils sont en train de prendre le dessus. Les gentils sont simplement en train de prendre le dessus parce que ça devient de plus en plus dur d'être un méchant en toute confidentialité. Et d'ailleurs, quand tu es entrepreneur aujourd'hui, tu as besoin de développer autour de toi un écosystème de gens qui gagnent en même temps que toi. Si tu es tout seul dans ta tour, ça ne marche plus. Les gens sont plus... Avant, tu pouvais maltraiter tes devs, par exemple. Maintenant, les devs, ils ont du travail. Avant, tu pouvais maltraiter les gens qui bossaient pour toi. Maintenant, bon courage pour garder quelqu'un que tu maltraites. Ça devient très, très, très dur. Donc c'est vrai que tu es en train de prendre... Alors après, il y a des choses où il ne faut pas être idiot. Par exemple, si tu es un entrepreneur et que tu décides de respecter tout à la lettre, par exemple, ça c'est un mal des fois que tu as français, où les gens se mettent des pressions invraisemblables. Ils respectent mieux la loi que les grands groupes eux-mêmes, parce qu'ils croient que la loi c'est un truc que tu prends au sens littéral. Mais non, c'est compliqué en fait. Il y a des choses, si tu es Hitch, bah oui, tu lances une app de taxi illégale au début, quoi. Enfin, sinon, tu n'existes pas. Si tu es, je sais pas, une néobanque, 100% des néobanques n'ont pas respecté les règles de l'ACPR, qui est le régulateur de la banque, à la lettre. S'ils respectaient, ils seraient Société Générale. Enfin, et c'est parce qu'en fait, tout le monde s'en fiche d'eux, qu'ils ont le temps de grandir, et après, ça se retrouve au milieu, puis le régulateur, il râle, puis l'entrepreneur, il se plaint, et puis l'un dans l'autre, ils finissent par comprendre leur intérêt commun. Puis après, ils font des régulations encore plus dures pour les mecs qui arrivent après. Tu vois, c'est le grand sens de la régulation. Mais ça n'a rien à voir avec la façon dont tu traites humainement les gens. Je pense que la façon dont tu traites humainement les gens, ton équipe, les gens autour de toi, etc., c'est hyper important pour le long terme de très 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 bien se comporter. Ok, mais sur le marché, alors, est-ce qu'il... Bah, vis-à-vis de ses concurrents, est-ce qu'il faut être sans scrupules? Je pense qu'il faut les ignorer, les concurrents. Ah oui, alors tiens, alors ça c'est pour le jury de ce matin. Les gars, la compétition, je ne sais pas s'ils sont là, mais la question favorite des gens, c'est la concurrence. Alors la concurrence, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'existe aucune start-up dans le monde qui fait faillite parce qu'il y a des concurrents. Ça ne marche pas comme ça. En fait, la concurrence, c'est soit ça profite à tout le monde, soit ça profite à personne. Si vous voulez un exemple de ça, pensez les paquets de céréales. Quand vous rentrez dans un rayon de paquets de céréales, regardez le nombre de marques qu'il y a. Et pourtant, aucune marque ne perd d'argent. Il n'existe pas une marque de paquets de céréales qui ne va pas bien. Par contre, si vous prenez les compagnies aériennes, elles sont toutes en faillite. Il n'y en a pas une seule qui va bien. Alors pourquoi les paquets de céréales vont bien? Parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Et pourquoi les compagnies aériennes vont mal? Parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc vous voyez, la concurrence, soit ça détruit un marché dans son ensemble, soit ça favorise un marché dans son ensemble. Et la règle, c'est est-ce qu'il y a de la relation avec le client ou pas? Si tu commences à t'inquiéter de ce que tes concurrents font, tu vas passer plus de temps à essayer de faire des sales coups plutôt que de te concentrer sur tes clients. Et le marché va te le faire payer. C'est ce qui s'est passé dans les compagnies aériennes. Et c'est pour ça que tout le monde prend une autre compagnie dès qu'il y a un billet à 50 € moins cher. Personne n'a de brand love pour aucune compagnie. Tout le monde est maltraité dans toutes les compagnies. Donc les gens sont en révolte. Alors qu'à l'inverse, dans un paquet de céréales, si tu es Mr. Frosties, bah, tu aimes les Frosties. Donc tu défends les Frosties. Alors, je voyais une dernière question. Ah. Si on aime aider des startups à se développer et à décoller, comment faire pour rejoindre ce family? C'est-à-dire en employé? Alors là, je sais pas. Ça dépend. Il veut que tu l'embauches. Il veut que je l'embauche. Il faut que tu l'embauches. D'accord. On n'embauche pas. Non, mais nous, on prend que des gens qui ont été entrepreneurs. Ça, c'est un principe un peu religieux chez nous. Merci beaucoup. On peut remercier Oussama. Merci beaucoup. Passionnant aussi. On va avoir une autre